Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un nouvel update lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait puisque avec la reprise des études tout ça j'ai pas autant lu qu'avant, mais c'est pas un problème, je me suis pas mal rattrapée et on commence tout de suite avec un livre que je vous avais présenté dans mon dernier vlog, Harry Potter et la coupe de feu en version illustrée, qui rentre même pas dans le cadre d'ailleurs tellement il est énorme, parce qu'en fait il fait 450 pages mais c'est l'équivalent en vérité de entre 700 et 800 pages en poche. Donc ça m'a mis un bon moment à lire, mais c'était absolument génial. Je vous avais montré également dans le vlog un peu des planches, c'est vraiment magnifique, les illustrations sont sublimes. Et moi qui n'avais jamais lu ce tome-ci, ça a été vraiment un super moment pour moi. J'étais très heureuse de retrouver les personnages que j'aime, notre trio favori, mais aussi tous les personnages secondaires, notamment avec Cédric, Krum et Fleur de la Cour, qui sont ici nos personnages secondaires qu'on voit quand même beaucoup avec la coupe de feu. On avait beaucoup plus de détails que dans le film, donc ça c'était quand même bien, parce que pour moi c'était ma seule référence, et en plus c'était mon film préféré, donc j'avais beaucoup d'attentes. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai lu donc cette deuxième moitié que je n'avais pas lu pendant le vlog. On va pas s'éterniser sur du Harry Potter, vous connaissez forcément tous, et puis la plupart d'ailleurs l'ont déjà lu depuis longtemps. Mais voilà, moi je voulais me mettre à jour. D'ailleurs je pense vraiment continuer dans cette collection-là. D'ailleurs le 5 n'est pas encore sorti dans cette édition, mais je l'attendrai pour pouvoir continuer. Et puis comme ça, voilà, ça me fera ma première lecture d'Harry Potter quand même avec de superbes éditions, donc top. Ensuite, après une énorme lecture comme Harry Potter, j'ai voulu lire un tout petit livre. Non, c'est absolument faux. J'ai lu une énorme brique qui n'est autre que Nevernight, le tome 1, N'oublie pas, de J. Christophe, et que j'ai adoré. Alors, j'ai eu un peu de mal les 100 premières pages, je crois, parce que c'est un univers très particulier. C'est marrant, ça me fait penser un petit peu aux Sœurs Carmine, mais version adulte. C'est-à-dire on est dans un univers super sombre avec des personnages très trash. On va pas prendre des pincettes avec le lecteur, non, là J. Christophe nous plonge dans un univers vraiment assez chaotique, assez sanglant, et avec des personnages qui correspondent tout à fait à cet univers, mais cette fois voilà, par rapport aux Sœurs Carmine où c'est un peu le cas aussi, là on a tout le côté adulte, donc avec des scènes beaucoup plus explicites. Mais j'ai adoré, vraiment. Donc pour vous parler un petit peu du résumé, on va suivre Mia. Mia qui va, suite à l'assassinat de ses parents quand elle était toute petite, devenir la disciple d'un maître d'armes qui va lui apprendre à se battre, tout simplement, à apprendre beaucoup de choses sur les poisons, sur l'histoire. Il va vraiment faire son éducation autant physique qu'intellectuelle. Et quand elle atteint l'âge de 16 ans, il me semble, elle va introduire une école qui est un petit peu religieuse, puisque le but c'est de devenir une lame, c'est-à-dire l'arme de Dieu pour pouvoir tuer ceux qui doivent être tués. Donc ils vont devenir de véritables machines de guerre. Donc ils vont continuer leur apprentissage là-bas, mais vous allez voir que c'est une école c'est un peu les Hunger Games dans cette école. C'est-à-dire que les élèves vont s'entretuer entre eux, ceux qui ne réussissent pas sont voués à un exil ou alors à faire vraiment des petites besognes. Donc les élèves, ils sont prêts à tout pour réussir. Et on a pas mal d'examens qui sont assez dangereux. C'est pas rare que des élèves meurent pendant des examens ou même de simples exercices surprises comme ça faits par les professeurs. Donc c'était assez sympa. Moi j'aime bien un peu les jeux comme ça de survival à la Hunger Games, et là on est carrément dedans, mais alors c'est vraiment trash pour le coup certains moments, mais j'ai adoré. Le personnage de Mia, j'ai beaucoup aimé aussi. On a vraiment le avant-après, on revient un peu dans son enfance pour savoir ce qui s'est passé vraiment le jour où ses parents sont décédés. On va aller puiser dans ses souvenirs de vengeance, dans cette soif de rage qu'elle a. Et puis parallèlement, évidemment, sont présents dans l'école, voir comment elle va se dépatouiller là-bas pour garder sa place. Et puis, à côté de ça, elle a un petit compagnon qui n'est autre qu'un chat fait d'ombre. Donc ça, c'était trop sympa, j'ai trouvé. Puisque ce chat, en fait, ils font vraiment une vraie équipe, puisque ce chat va absorber toute la peur de Mia en permanence pour qu'elle puisse se battre sans penser à la peur. Et voilà, c'est vraiment son compagnon. Sans lui,
Elle n'aurait pas pu faire grand-chose. Et à côté, elle a aussi un compagnon humain qu'elle va rencontrer sur sa route, qui s'appelle Trick, il me semble. Drôle de nom. Mais lui, il est aussi sympa. J'ai bien aimé son personnage, un peu moins que Mia, parce que pour moi, il y a qu'à la fin où son passé est un petit peu plus fouillé, voilà, où son caractère ça s'explique un peu mieux. Mais j'ai bien aimé ce personnage, j'aime bien sa relation avec Mia. On va avoir du coup cette double affection un peu pour ces personnages, ce duo de l'enfer qui va essayer de survivre dans ce truc de mort. Les personnages secondaires sont un peu moins explicités. Ouais, c'est vraiment des personnages secondaires. Surtout quand on sait, quand il y a des écoles comme ça, où je veux dire des situations où on sait que beaucoup de personnages vont mourir, on sait très bien que ça sert à rien de les fouiller beaucoup. On en a 3-4 qu'on nous parle un petit peu plus, qui sont un peu les amis de nos héros, ou du moins leurs connaissances plus proches. Mais bon, voilà, ça reste des personnages secondaires. J'ai beaucoup aimé l'écriture, par contre, aussi, qui est assez originale. Je ne saurais pas vous dire en quoi, mais c'était une écriture différente de ce que j'avais l'habitude de voir, mais que j'ai bien appréciée. J'ai eu un peu de mal, comme je vous disais au début, vraiment les 100 premières pages en plus. Le contexte est assez flou parce qu'on est dans le passé au début, voilà, avec Mia qui est toute petite. Mais on sait pas trop ce qui se passe, où on est. En fait, on est vraiment à la place de Mia qui est petite et qui comprend pas trop ce qui se passe, en fait, je pense. C'est vraiment en grandissant qu'elle va comprendre qui est derrière tout ça, pourquoi, etc. Mais voilà, après, c'est vite devenu 100 pages sur 700, hein, quand même. C'était rien quand même comparé au reste. Donc on est passé à ça du coup de cœur pour moi. Je dirais que ça en aurait été un si j'avais été happée dès le départ, parce que du coup c'était vraiment difficile quand même le début. Donc voilà, vraiment un presque coup de cœur. Et j'ai le tome 2 dans ma palle. Et en plus, c'était les magnifiques éditions reliées avec les petites dorures rouges, la carte derrière, magnifique. Donc je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Allez, on termine avec les deux Saxus, avec Les Saisons de la Tempête de Elko Shimano. Celui-ci, je m'attendais à quelque chose. Je sais pas, je m'étais vraiment fait une histoire dans ma tête. Je savais seulement qu'il y avait des personnages qui incarnaient les saisons à l'intérieur, et c'est tout. Mais vraiment, bonne surprise. Et en même temps, c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé. Donc là, on va parler donc de 4 saisons. Donc on a Jack qui représente l'hiver, Fleur le printemps, Amber l'automne et Julio l'été. Donc ce sont deux adolescents en apparence, mais en fait ils ont été justement transformés en saison à leur mort imminente. Alors en fait ils sont vraiment morts, mais au moment de mourir, on leur a proposé ce marché de devenir des saisons, d'incarner des saisons. Et donc ils gardent leur apparence d'adolescents, mais en fait ça fait, je crois qu'ils ont à peu près la quarantaine ou la cinquantaine en vérité, puisqu'ils en sont à leur trentaine de saisons. Et donc en fait, le but d'être une saison, ils vont être embauchés, si on peut dire, par Gaïa et Chronos, le maître du temps et la maîtresse des saisons, sans doute, je me souviens plus. Et tous les ans, ils vont devoir assassiner la saison précédente pour prendre leur place et incarner vraiment la saison et utiliser leur pouvoir. Eh bien, pour l'hiver, ça va être pour faire tomber les feuilles, pour faire tomber la neige, etc. Donc ils ont un petit peu des pouvoirs météorologiques comme ça. Et du coup, dès que la saison d'avant va être assassinée, elle ne va pas vraiment mourir, elle va être rappelée par des lignes telluriques. C'est assez particulier, hein, comme il faut avoir les idées. Elles vont être rappelées et être endormies en fait pendant les 9 mois qui suivent. Donc voilà, on va suivre ces personnages qui sont entraînés toute leur vie, enfin toute leur seconde vie, à se détester et à se combattre en fait, à se tuer. Donc ils apprennent des techniques pendant tout le temps où ils ne sont pas la saison en cours. Ils vont s'entraîner. Et voilà, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de parler aux autres saisons, de se rapprocher d'eux ou quoi que ce soit. Ils sont en permanence avec un espèce de coach par téléphone. Enfin par téléphone, ils ont un émetteur sur l'oreille et c'est eux qui vont leur dire, hop, dès qu'ils commencent à dévier un petit peu, on va les rappeler à l'ordre, on va leur dire, oula, attention, t'es là pour assassiner la saison, t'es pas là pour discuter ou quoi.
Et donc, et ces personnages d'ailleurs, ceux qui sont dans les émetteurs, sont également des personnes, des humains qui sont morts et qui sont aussi embauchés, ils sont choisis par les saisons à leur mort. Donc jusque-là, tout va bien, c'est un cercle infini qui continue et qui prospère, hein, donc on a les dieux qui supervisent ça, et puis tout fonctionne bien, jusqu'au jour où Jack, l'hiver, va tomber amoureux de Fleur, le printemps. Et là, il y a un problème, parce que ils n'ont pas le droit de se parler, ils n'ont pas le droit, ne serait-ce que de passer du temps ensemble. Le seul moment où ils passent du temps ensemble tous les ans, c'est lorsque Fleur doit tuer Jack. Donc super moment, mais malgré ça, c'est le meilleur moment de l'année pour lui, il attend que ça en fait. Et du côté de Fleur, elle, au lieu de le tuer directement, on sent bien qu'il y a un attachement, puisque à chaque fois, elle va faire perdurer le moment le plus possible, elle va le laisser filer à la moindre occasion pour vraiment avoir le plus de temps possible avec lui également. Et donc les deux personnages très vite vont s'avouer leurs sentiments et vont vouloir fuir. Sauf que ça demande beaucoup d'organisation et surtout beaucoup de cohésion, puisqu'ils vont vite apprendre que les saisons ne sont pas faites pour se diviser, mais en fait sont beaucoup plus fortes lorsqu'elles sont ensemble. Et ils vont utiliser cette force à leur avantage pour essayer de fuir Chronos et ses sbires et essayer de ne pas se faire vaporiser, en fait, c'est lorsqu'ils sont rappelés et tués, en fait, par Chronos. Et voilà, ça va être tout l'objet de cette quête, réussir à s'enfuir à partir de ce système-là, malgré tous les dangers qu'il va y avoir, puisque je vous rappelle que les saisons, en fait, ne sont attribuées qu'à une seule région. Donc toutes les autres saisons des autres régions vont venir participer à cette lutte, à cette rébellion, soit du côté de Chronos, et donc vont essayer de leur barrer la route, soit de leur côté, et ils vont s'ajouter à eux pour essayer d'augmenter leur force. Donc c'était vraiment un super récit, c'était vraiment original, j'étais contente parce que j'avais jamais vu ça dans aucun livre, le sujet était super sympa. Et il y aura une suite, il y aura un tome 2, je crois qu'il n'y aura que le tome 2 d'ailleurs, mais même comme ça déjà, on a un petit cliffhanger à la fin, mais franchement, je reste pas sur ma fin non plus, là on avait presque une vraie fin, et ouais, très original, je vous conseille si vous voulez changer un peu des clichés et des sujets redondants dans le young adulte. Ensuite, je vais vous parler de 2 lectures en une, puisque j'ai lu le tome 3 et 4 du Sorceleur, donc Le sang des elfes et Le temps du mépris de Andrzej Sapkowski. Alors j'ai un petit peu triché, puisque ceux-là, je les ai écoutés en audio, mais ça m'a quand même pris une bonne vingtaine d'heures, hein. Donc je les ai écoutés avec attention, puisque j'avais beaucoup de route, j'en ai profité pour écouter ces livres-là, donc j'ai dû écouter les deux en un petit mois. C'était génial, j'adore toujours autant l'univers, on retrouve évidemment Geralt et Yennefer, mais surtout Ciri. Ces 2 tomes-là sont vraiment concentrés sur elle, j'ai l'impression, puisque Ciri grandit, elle n'est plus une petite fille, elle est maintenant sous la bonne garde au début, dans le tome 3, de Geralt, qui va vraiment lui apprendre à se battre à Kaer Morhen comme une sorceleuse, mais sans qu'elle ait à subir toutes les transformations, les mutations des enfants sorceleurs. Il la laisse vraiment de côté pour ça. C'est vraiment une famille pour elle. Ils sont vraiment aux petits soins pour elle, mais en même temps, dans d'autres moments, ils sont très difficiles avec elle pour qu'elle puisse progresser dans son apprentissage. Donc c'est vraiment une fille forte, Ciri, puisque elle a beau être jeune, elle sait déjà très bien se débrouiller avec les armes. Elle est vraiment pas bête, hein. C'est vraiment une petite fille intelligente. Elle va d'ailleurs le prouver à plusieurs reprises. Et par contre, c'est une petite fille très têtue. Elle a vraiment du mal avec les ordres, elle se vexe facilement, mais c'est ça qui la rend voilà, humaine. Et puis c'est aussi son petit côté enfantin, qui, même s'il disparaît un peu trop tôt à cause de son apprentissage, il est toujours là avec ça. J'aime bien quand elle pose par exemple des questions à Yennefer, des questions un petit peu indiscrètes, voilà, sur la sexualité ou autre, ou même sur les relations amoureuses. Et à chaque fois, elle se fait remballer, mais c'est mignon parce qu'on sait que les enfants ils posent ce genre de questions et voilà, ça lui rend un petit peu son enfance perdue. On retrouve donc évidemment Geralt, comme je vous le disais. On va suivre du coup quelques-unes de ses quêtes, comme dans les 2 premiers tomes, donc sans forcément la présence de Ciri. On va voir aussi Yennefer avec son retour à Retuzza, l'école de magie dont elle sort,
dont la directrice est Tisaya, donc on va retrouver ces personnages-là qu'on voit aussi dans la série, c'est plutôt sympa. Là, on les voit vraiment dans les 2 premiers tomes, pas tellement. Donc là, c'est vraiment aussi Yennefer qui va faire toute une part de l'éducation de Ciri. Tout le côté un petit peu, elle va lui apprendre les charmes d'une femme, comment les utiliser à son avantage, pour ne pas avoir à utiliser forcément la force tout de suite, c'est plutôt le côté diplomatique, mais elle va aussi lui apprendre la sorcellerie, puisque Ciri va aussi avoir une appétence pour le don de magie, donc elle va également lui apprendre pas mal de choses de ce côté-là. Donc voilà, ce tome-là, pour moi, c'était vraiment le côté apprentissage. On va la voir vraiment mettre tout ça en pratique, notamment à la fin du roman où elle va vraiment se retrouver livrée à elle-même. Et cette fois, voilà, on va voir si tout son apprentissage a été utile, comment elle va s'en servir et quelles sont ses limites également, parce que ça reste une petite fille, elle peut pas réussir à absolument tout. Donc vraiment géniaux, ces 2 romans ont été super. Je tiens également à faire un petit aparté sur l'audio qui est extrêmement bien lu, j'adore la voix, moi je suis très difficile pour les voix. Et là, le lecteur est juste génial. Il change vraiment de voix avec les personnages. Pour Geralt, il a vraiment, vous savez, la grosse voix, mais super calme. Pour Jasquet, il va utiliser une petite voix pincée, un peu prout-prout, mais ça lui va super bien. C'est du coup pas pareil que dans la série, mais c'est assez marrant du coup de l'entendre parler. Il va prendre la petite voix pour Ciri. Non, mais vraiment génial, je vous les conseille, ils sont sur Audible, c'est là que je les ai écoutés. Et puis évidemment, je les ai en papier parce que j'adore vraiment cette série. Et du coup, j'ai la suite qui m'attend dans ma bibliothèque. Et enfin, pour clôturer cet update, je vous présente La Cité des Sangs Purs, le tome 1 d'Ombre et de poussière de Lucille Chaponnet. C'est un livre auto-édité qu'une amie m'a offert, merci encore Camille. J'ai adoré ce petit roman pour le coup, qui est très court, il fait même pas 300 pages. Et là, on est dans de la fantasy young adulte, encore une fois. C'est vraiment devenu mon genre préféré, que ce soit young adulte ou adulte. Maintenant, la fantasy, je pense que vous allez en voir de plus en plus sur la chaîne. Ici, on va retrouver, comment elle s'appelait, Senya. Senya, qui est une poussière. C'est vraiment la classe la plus basse de sa société. Au-dessus, vous avez les privilégiés. Ce sont les gens qui ont du sang mêlé de sang pur, ceux qui sont tout en haut. Donc les privilégiés, c'est ceux qui sont les plus nombreux dans la population. Et donc voilà, les sangs purs, eux, c'est vraiment les grandes familles qui contrôlent tout, qui ont beaucoup de pouvoir, puisqu'on est dans un univers avec des espèces de mages qui ont une magie qui correspond à leur famille d'origine. Et il n'y a que les poussières, normalement, qui n'ont pas de pouvoir. Mais évidemment, ce n'est pas le cas de Senya, notre héroïne, puisqu'elle a un don, elle peut voir à l'avance les dangers qui arrivent dans la salle. Donc si quelqu'un s'apprête à agresser une autre personne, elle va le savoir un tout petit temps en avance et elle va pouvoir réagir et sauver la personne si elle le souhaite. Donc c'est un pouvoir qui lui est quand même assez utile, puisque une fois, justement, quand elle est assez jeune, elle vient de perdre ses parents au tout début du roman. Aussi, on n'a vraiment pas de chance hein, avec les petites jeunes filles dans les romans de fantasy. Elle va se retrouver dans une gare, je crois, et voilà, il va se passer exactement cette scène-là, donc elle va voir quelqu'un qui s'apprête à agresser une autre jeune fille, et elle va décider de la sauver, de stopper cet homme et de sauver cette jeune fille. Donc elle réussit, et pour la remercier, le père de cette jeune fille va décider de l'engager, puisqu'elle se retrouve sans parents, sans nulle part où vivre, ni quoi que ce soit. Donc il lui propose de l'engager en tant que garde du corps de sa fille qui va rentrer à l'école. Et comme les meurtres et les attaques sont monnaie courante dans les écoles de familles de privilégiés comme ça, et que les gardes du corps ne sont pas admis, ils vont faire cette technique-là. Les privilégiés vont donc embaucher des jeunes, soit privilégiés, soit poussières, pour pouvoir surveiller leurs enfants en toutes circonstances et les protéger. Et donc les poussières sont obligées d'intégrer l'école en faisant semblant d'être de vrais élèves, ce qu'ils sont. Hein. Et donc Senya va pouvoir intégrer l'école, un petit peu comme dans Nevernight, pour apprendre voilà, à se battre, les poisons, tout ça pareil. Vraiment aussi dans un univers un peu sombre, puisque là, comme je vous le disais, les élèves essayent toujours de se faire des mauvais coups. Voilà, les familles sont vraiment très rancunières entre elles, donc ils n'hésitent pas à envoyer leurs enfants au front et à essayer de tuer des enfants. C'est assez horrible, mais c'est comme ça. Et donc, voilà, Senya, là-dedans, va vraiment servir de garde du corps pour
Mio Sandel, je crois qu'elle s'appelait, Mio Dancel, c'est ça. Et donc de là va découler tout un tas de petites histoires. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce qu'en 300 pages, il n'y a pas énormément non plus d'action. Mais il va y avoir évidemment d'autres tentatives de meurtre, des alliances, des trahisons. Et voilà, on va un peu découvrir un petit peu mieux ce qui se passe là-haut avec les grandes familles de sang pur, tout le côté politique, qui est-ce qui veut venir au pouvoir et pourquoi, etc. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'était quand même en seulement 300 pages bien raconté. Il y avait un bon rythme, l'écriture était fluide, était bien lisible, pas de problème. Donc voilà pour ce tome-ci, j'ai le tome 2 dans ma palle puisque c'est une petite duologie, mais en tout cas vraiment je vous le recommande. Comme quoi il faut vraiment pas se fier au fait que ça soit auto-édité, je vous l'avais dit pour Amazon et là c'est encore le cas. On a vraiment une histoire originale malgré le genre qui est très codé. Mais là ça sort quand même du lot encore une fois, donc je dis oui et je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo update, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu, aimé ou non ces livres. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!